Chapitre 8. On visite le rancho démon. On a fini par s'arrêter dans une pièce pleine de cascades. Le sol était en fait une grande fosse bordée d'une chaussée en pierre glissante. Le long des 4 murs qui nous entouraient, d'énormes tuyaux crachaient de l'eau qui allait se déverser dans la fosse. J'ai braqué ma torche, mais ne suis pas arrivée à voir le fond. Briaré s'est laissé glisser contre un mur. Il a pris de l'eau dans le creux d'une douzaine de ses mains et s'est lavé la figure. Cette fosse mène directement au Tartare, a-t-il murmuré. Je devrais m'y jeter et vous épargner davantage de peine. Ne parle pas comme ça, a répondu Annabeth. Tu pourrais revenir à la colonie avec nous. Tu nous aiderais à nous préparer. Mieux que personne, tu sais comment combattre les titans. Je n'ai plus rien à offrir. J'ai tout perdu. Et tes frères? A demandé Tyson. Les 2 autres doivent encore se dresser comme des montagnes. On pourrait t'emmener les retrouver. Le visage de Briaré s'est mué en quelque chose d'encore plus triste. Son visage de deuil. Ils ne sont plus, a-t-il dit. Ils se sont effacés. Les cascades grondaient sourdement. Tyson a regardé la fosse et chassé les larmes de son œil. Qu'est-ce que tu entends au juste par « ils se sont effacés » ai-je demandé. Je croyais que les monstres étaient immortels, comme les dieux. Percy, m'a doucement dit Grover. Même l'immortalité a ses limites parfois. Parfois, les monstres tombent dans l'oubli et perdent le désir de rester immortels. En voyant l'expression de Grover, je me suis demandé s'il pensait à Pan. Je me suis rappelé une chose que nous avait dite Méduse, que ses sœurs, les 2 autres gorgones, avaient trépassé en la laissant toute seule. Et puis l'année dernière, Apollon avait évoqué l'ancien dieu Hélios, disant qu'il avait disparu en lui abandonnant les tâches du dieu du soleil. Je n'avais jamais beaucoup réfléchi à la question, mais maintenant, en regardant Briaré, je me suis rendu compte que ça devait être terrible de vivre aussi vieux. Des milliers et des milliers d'années, et totalement seul. Il faut que je parte, a dit Briaré. L'armée de Chronos va envahir la colonie, a dit Tyson. On a besoin d'aide. Briaré a baissé la tête piteusement. Je ne peux pas vous aider, Cyclope. Tu es fort. Plus maintenant. Briaré s'est levé. Hé! Je l'ai attrapé par un bras et l'ai mené à l'écart, dans un coin où le grondement de l'eau couvrirait nos paroles. Briaré, on a besoin de toi. Au cas où t'aurais pas remarqué, Tyson croit en toi. Il a risqué sa vie pour toi. Je lui ai tout raconté. Le plan de Luc pour envahir la colonie, l'entrée du labyrinthe au point de Zeus, l'atelier de Dédale, le sarcophage en or de Chronos. Briaré a secoué la tête. Je ne peux pas, demi-dieu, m'a-t-il répondu. Je ne peux pas m'inventer de pistolet pour gagner cette partie. Pour me convaincre, il a dessiné 100 pistolets avec les doigts de ses 100 mains. C'est peut-être pour ça que les monstres s'effacent, ai-je dit. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ce que croient les mortels. C'est peut-être parce que vous abandonnez la partie. Les yeux entièrement marrons de Briaré se sont posés sur moi. Son visage a pris une expression que j'ai reconnue. La honte. Ensuite, il a tourné les talons, s'est engagé dans le tunnel à pas pesant et s'est perdu parmi les ombres. Tyson sanglotait. Grover, rassemblant sans doute tout son courage, lui a tapoté timidement l'épaule. C'est pas grave. Tyson a éternué. Si c'est grave piqué, c'était mon héros. J'aurais voulu le réconforter, mais je ne savais pas quoi dire. Pour finir, Annabeth s'est levée et a ramassé son sac à dos. Venez les garçons, cette fosse ne m'inspire pas confiance, a-t-elle dit. On va chercher un meilleur endroit pour bivouaquer. On s'est installé dans un couloir tapissé d'immenses blocs de marbre, avec des torchères de bronze au mur. L'endroit ressemblait à un vestibule de tombe grecque et faisait certainement partie des éléments les plus anciens du labyrinthe, ce qui, d'après Annabeth, était bon
rester, Annabeth, et ne t'en fais pas pour ça. » Grover ne se l'est pas fait dire deux fois. Il a sorti quelques poignées de paille de son sac, en a mangé un peu, et puis s'est fait un oreiller avec le reste. Quelques secondes plus tard, il ronflait. Tyson a mis plus de temps à s'endormir. Il s'est mis à bricoler avec des morceaux de métal de sa mallette de construction, sans jamais sembler satisfait de ce qu'il fabriquait. Il démontait systématiquement tous ses assemblages. « Je suis désolée d'avoir jeté le bouclier, » lui ai-je dit. « Tu t'es donné tellement de mal pour le réparer. » Tyson a levé la tête. Son œil était rouge d'avoir pleuré. « T'inquiète pas, grand frère, tu m'as sauvé la vie. T'aurais pas eu à le faire si Briaré nous avait aidés. Il a eu peur, c'est tout. Je suis sûre qu'il s'en remettra. Il est pas fort. Il compte plus pour moi. » Tyson a poussé un soupir lourd de tristesse, puis fermé l'œil. Les bouts de métal sont tombés de sa main, pêle-mêle, et Tyson a enfin cédé au sommeil. J'ai tenté de m'endormir à mon tour. Enfin, le souvenir de la dragonne géante nous pourchassant avec ses épées empoisonnées m'empêchait de me détendre. J'ai pris ma natte et je l'ai emportée à l'endroit où Annabeth montait la garde. Je me suis assis à côté d'elle. « Tu devrais dormir, » m'a-t-elle dit. « J'y arrive pas. Ça va, toi ? » ?»« Pas de problème. Premier jour au commandement de la quête. Tout va bien. » On va trouver l'atelier avant Luc. » Annabeth a écarté une mèche de cheveux de son visage. Elle avait une trace de boue sur le menton, et je l'ai imaginée, petite fille, quand elle traversait le pays avec Luc et Talia. Une fois, alors qu'elle n'avait que 7 ans, elle les avait sauvés de la maison du cyclope maléfique. Même lorsqu'elle avait peur, comme maintenant, je savais qu'elle avait du courage à revendre. Si seulement il y avait une logique à cette quête, a-t-elle soupiré. On avance, tu vois, mais je n'ai aucune idée de l'endroit où on va déboucher. Comment peut-on aller de New York à la Californie à pied en une journée? L'espace est différent dans le labyrinthe. Je sais. Seulement... Elle m'a regardé l'air hésitant. Percy, je me faisais des illusions, malgré tout ce travail de préparation, toutes ces lectures que j'ai faites. J'ai pas la moindre idée de là où on va. Tu te débrouilles très bien. De toute façon, on ne sait jamais où on va. Mais ça finit toujours par s'arranger. Tu te souviens de l'île de Circé? Elle a gloussé. T'étais très mignon en cochon d'Inde. Et Aqualand, quand tu nous as propulsés du toboggan. Moi, je nous ai propulsés. C'était entièrement ta faute. Tu vois, ça va marcher. Elle a souri, ce qui m'a fait plaisir. Mais son sourire s'est vite effacé. Percy, à quoi Hera faisait-elle allusion quand elle a dit que tu savais comment sortir du labyrinthe? Je ne sais pas, ai-je avoué, honnêtement. Tu me le dirais, si tu savais. Bien sûr. Peut-être que quoi? Peut-être que si tu me disais le dernier vers de la prophétie, ça m'aiderait. Annabeth a frissonné. Pas ici, a-t-elle répondu, pas dans le noir. Et le choix dont parlait Janus? Hera a dit que... Arrête, m'a lancé Annabeth d'un ton sec avant de reprendre son souffle. Excuse-moi, Percy, je suis stressée, mais je ne... Et il faut que j'y réfléchisse. Après ça, on est resté silencieux, à écouter les drôles de plaintes et de grincements qu'émettait le labyrinthe, l'écho des pierres qui se réagençaient en crissant à mesure que les boyaux changeaient, s'allongeaient, se déployaient. L'obscurité m'a ramené à l'esprit les visions que j'avais eues de Nico D'Angelo, et brusquement, j'ai compris quelque chose. Annabeth, ai-je dit, Nico est quelque part dans les parages. C'est comme ça qu'il a disparu de la colonie. Il a trouvé le labyrinthe. Ensuite, il a trouvé un chemin qui l'a mené encore plus profond, jusqu'aux enfers. Mais maintenant, il est de retour dans le labyrinthe, et il veut ma peau. Annabeth a laissé un long moment s'écouler avant de répondre. J'espère que tu te trompes, Percy. Mais si tu dis vrai,
fixé du regard le cercle que dessinait le faisceau de la torche sur le mur de pierre. J'ai eu l'intuition qu'elle pensait à sa prophétie. Jamais je ne l'avais vue aussi fatiguée. Et si je prenais le premier tour de garde, ai-je proposé. S'il se passe quoi que ce soit, je te réveille. Annabeth a failli protester, mais elle s'est contentée de hocher la tête. Puis elle s'est écroulée sur sa natte et elle a fermé les yeux. Quand est venu mon tour de dormir, j'ai rêvé que j'étais de nouveau dans la prison du vieillard, au cœur du labyrinthe. Elle ressemblait davantage à un atelier, cette fois-ci. Les tables étaient jonchées d'instruments de mesure. Une forge rougeoyait dans un coin. Le garçon que j'avais vu dans le rêve précédent actionnait les soufflets. Il était plus grand maintenant, de mon âge, ou presque. Un drôle d'entonnoir était fixé au conduit de la forge. Il captait la fumée et la chaleur et les amenait par un tuyau dans le sol, juste à côté d'une espèce de grande plaque d'égout en bronze. Il faisait jour, le ciel était bleu, mais les murs du labyrinthe projetaient des ombres obscures sur l'atelier. Après avoir crapahuté si longtemps dans des tunnels et des boyaux, j'ai trouvé bizarre qu'une partie du labyrinthe soit à ciel ouvert. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais j'ai trouvé que ça ajoutait à la cruauté des lieux. Le vieil homme avait l'air maladif. Il était très amaigri, et ses mains étaient rouges et écorchées par le labeur. Des mèches de cheveux blancs lui tombaient sur les yeux. Sa tunique était couverte de taches de graisse. Penché sur son établi, il fabriquait une sorte de grand patchwork métallique, comme une cotte de maille. Il a saisi délicatement une boucle de bronze et l'a insérée dans l'ensemble. Voilà, a-t-il annoncé, c'est fini. Il a levé son œuvre à deux mains. C'était si beau que mon cœur a bondi dans ma poitrine. Des ailes de métal, faites de milliers de plumes de bronze, imbriquées les unes dans les autres. Il y en avait deux paires. La seconde reposait encore sur l'établi. Dédale a déployé l'armature, et les ailes ont pris une envergure de plus de 6 mètres. Quelque part au fond de moi, je savais qu'elles ne pourraient jamais voler. Elles étaient trop lourdes pour décoller du sol. Il n'empêche que c'était de la belle ouvrage. Les plumes de métal captaient la lumière et renvoyaient les reflets de 30 nuances d'or différentes. Le garçon a posé les soufflets pour venir voir. Il a souri, malgré la sueur et la crasse qui maculaient son visage. « Père, tu es un génie !» s'est-il exclamé. « Ce n'est pas une nouveauté, Icar, » a répondu le vieil homme en souriant. « Dépêche-toi maintenant, il va falloir au moins 1 heure pour les attacher. »« Viens, toi d'abord, » a dit Icar. Dédale a protesté, mais Icar insistait. « C'est toi qui les as fabriqués, père. À toi l'honneur d'être le premier à les mettre. » Le jeune garçon a attaché à la poitrine de son père un jeu de sangles en cuir qui m'a fait penser à un harnais d'alpiniste, avec des courroies qui reliaient les épaules aux poignets. Puis, il a entrepris de fixer les ailes, s'aidant d'un récipient métallique qui ressemblait à un énorme pistolet à colle chaude. La composite de cire devrait tenir plusieurs heures, a dit Dédale d'une voix anxieuse, pendant que son fils travaillait. Mais il faut d'abord le laisser prendre, et nous devrons éviter de voler trop bas ou trop haut. L'eau de mer mouillerait les attaches de cire, et la chaleur du soleil les ferait ramollir, a fini le garçon. Oui, père, on a vu ça 1 000 000 de fois. On n'est jamais trop prudent. J'ai entière confiance en tes inventions, père. Tu es l'homme le plus intelligent que la terre ait jamais porté. Les yeux du vieillard ont brillé. Il était évident qu'il aimait son fils plus que tout au monde. Maintenant, je vais m'occuper de tes ailes, pendant que les miennes prennent. Viens. La tâche s'est avérée laborieuse. Le vieil homme maniait gauchement les courroies. Il avait du mal à maintenir les ailes en place pendant qu'il les fixait. Ses propres ailes semblaient s'alourdir et elle gênait dans ses mouvements. « Trop lent, a-t-il bougonné, je suis trop lent. »« Prends ton temps, père, a dit le garçon. Les gardes ne viennent pas avant. Bam !» Les portes de l'atelier ont tremblé. Dédale les avait barrées de l'intérieur avec une traverse en bois, mais elles ont quand même
vibrer sur leur con. Dépêche-toi, a dit Icar. Boum, boum. De l'autre côté, on cognait furieusement. La traverse tenait bon, mais une fissure est apparue dans le panneau de gauche. Dédale redoublait de vitesse. Une goutte de cire brûlante est tombée sur l'épaule d'Icar. Le jeune garçon a grimacé, mais il n'a pas poussé un seul cri. Aussitôt, l'aile gauche scellée au courroie, Dédale s'est attaqué à la droite. Il nous faut plus de temps, a-t-il murmuré. Ils sont venus plus tôt que prévu. La cire a besoin de durcir. Ça ira, a dit Icar, alors que son père achevait de fixer l'aile droite. Aide-moi à soulever la plaque. Crac! Les portes se sont brisées, laissant passer la tête d'un bélier de bronze. Des éclats de bois ont volé sous de violents coups de hache, puis deux gardes armés sont entrés dans la pièce, suivis du roi à la couronne d'or et à la barbe taillée en pointe. Tiens, 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 a fait le roi avec un sourire cruel. On va se promener. Dédale et son fils sont restés immobiles, leurs ailes de métal luisant dans leur dos. Nous partons, Minos, a rétorqué le vieil homme. Le roi Minos a ricané. J'étais curieux de voir jusqu'où vous pourriez mener ce petit projet avant que je réduise vos espoirs à néant. Je dois avouer que je suis impressionné. Le roi a admiré quelques instants leurs ailes, puis il a ajouté « Vous avez l'air de poulets métalliques. On devrait peut-être vous plumer et faire du bouillon. » Les gardes ont gloussé bêtement. « Poulet métallique » a répété l'un d'eux. « Bouillon. » La ferme, a dit le roi qui s'est ensuite adressé à Dédale. Tu as laissé ma fille s'enfuir, vieillard. Tu as rendu ma femme folle. Tu as tué mon minotaure et tu as fait de moi la risée de la Méditerranée. Tu ne m'échapperas jamais. Icar a saisi le pistolet de cire et en a aspergé le roi, qui a reculé d'un pas surpris. Les gardes se sont précipités à la rescousse, mais tous les deux ont eu droit à un jet de cire bouillant en pleine figure. La bouche d'air, a crié Icar à son père. Attrapez-les, a ordonné rageusement Minos. À eux deux, le vieillard et son fils ont soulevé la plaque et une colonne d'air brûlant a jailli du sol. Incrédule, le roi a regardé le vieil inventeur et son fils fuser vers le ciel, avec leurs ailes de bronze, portées par le courant ascendant. Abattez-les, a hurlé le roi, vainement, car ses gardes n'avaient pas d'arc avec eux. L'un d'eux a donné un coup d'épée désespéré, mais Dédale et Icar étaient déjà hors de sa portée. Ils ont décrit un cercle autour du labyrinthe et du palais du roi, puis survolé la ville de Knossos en ligne droite et dépassé la côte rocheuse de la crête. « On est libre !» a crié Icar en riant. « Tu as réussi, père !» Le garçon a déployé ses ailes sur toute leur envergure, et il est monté en flèche, s'engouffrant dans le vent. « Attends, Icar, fais attention !» Mais Icar n'entendait plus son père. Il survolait déjà le grand large et mettait le cap vers le nord, en riant de leur chance. Il a grimpé haut dans le ciel, forçant un aigle à dévier de sa trajectoire. Puis, il a piqué vers les flots bleus, comme s'il était né pour voler, et s'est redressé à la dernière seconde. Les semelles de ses sandales ont caressé la crête des vagues. « Arrête de jouer !» a crié Dédale. Mais le vent a emporté ses paroles. Icar était grisé par sa liberté. Le vieil homme a redoublé d'efforts pour rattraper son fils. Ils étaient déjà à plusieurs kilomètres de la crête, survolant la haute mer, quand Icar a enfin tourné la tête et vu l'inquiétude sur le visage de son père. Il a souri. « Ne t'inquiète pas, père, tu es un génie. J'ai toute confiance dans ton... » La première plume de métal s'est détachée d'une de ses ailes et a virevolté dans le vide. Une deuxième a suivi. Icar, suspendu dans le ciel, a tangué. Brusquement, il s'est mis à perdre toutes ses plumes de bronze, qui tombaient, en tournoyant, comme des oiseaux effrayés. « Icar !» a crié Dédale, « plane, déploie tes ailes, reste le plus
possible. Mais Icar, qui tentait de reprendre le contrôle de son vol, agitait les bras de plus en plus frénétiquement. L'aile de gauche fut la première à partir, arrachée au niveau des courroies. « Père !» a crié Icar. Bientôt, privé de ses deux ailes, il s'est abattu vers les flots. Ce n'était plus qu'un jeune garçon, en tunique blanche, affublé d'un harnais d'escalade, les bras tendus, dans une vaine tentative pour planer. Je me suis réveillée en sursaut, avec la sensation de chuter. Le couloir était plongé dans l'obscurité. J'ai cru reconnaître dans les gémissements incessants du labyrinthe le cri angoissé de Dédale, appelant son fils, Icar, la joie de son cœur, alors qu'il dégringolait vers la mer, 100 mètres plus bas. Le matin n'existait pas dans le labyrinthe, mais une fois que tout le monde s'est réveillé et régalé de barres de céréales et de jus de fruits en briquettes, on s'est remis en route. Je n'ai pas parlé de mon rêve. Quelque chose dans ce que j'avais vu m'avait terrifiée, et les autres n'avaient vraiment pas besoin de ça. Les tunnels de vieilles pierres ont cédé la place à des boyaux de terre étayés par des poutres en cèdre, comme dans une mine d'or. Annabeth a commencé à angoisser. C'est pas normal, ça devrait être toujours de la roche. On est arrivé dans une grotte pleine de longues stalactites. Au centre du sol de terre s'ouvrait une fosse rectangulaire, pareille à une tombe. Grover a frissonné. « Ça sent les enfers ici », a-t-il dit. J'ai remarqué quelque chose qui brillait au coin de la fosse. Un emballage d'aluminium. J'ai braqué le faisceau de ma torche sur le trou et j'ai vu un cheeseburger à demi mâché qui flottait dans une flaque de boue brunâtre et gazeuse. « Nico !» ai-je dit. Il a de nouveau invoqué les morts. « Des fantômes sont venus ici », a dit Tyson. « J'aime pas les fantômes. Il faut qu'on le trouve. » Je ne sais pas pourquoi, mais le fait d'être au bord de la fosse me donnait un sentiment d'urgence. Nico était tout près. Je sentais sa présence. Je ne pouvais pas le laisser errer dans les profondeurs. Seul, parmi les morts, je me suis mis à courir. « Percy !» a crié Annabeth. J'ai plongé dans un tunnel et aperçu de la lumière tout au bout. Le temps qu'Annabeth, Tyson et Grover me rattrapent, je regardais la lumière du jour tomber à flot par une grille au-dessus de ma tête. À travers les barreaux, je voyais des arbres et un coin de ciel bleu. Où sommes-nous ? Me suis-je demandé. À ce moment-là, une ombre s'est abattue sur la grille et une vache m'a regardé d'en haut. Elle avait l'air d'une vache normale, à part la couleur. Rouge vif, comme une cerise. Je ne savais pas qu'il existait des vaches de cette couleur. La vache a mugi, posé un sabot hésitant sur les barreaux, puis battu en retraite. « C'est un garde-bétail », a expliqué Grover. « Un quoi ?» ?»« Des grilles qu'on place à l'entrée des fermes pour empêcher les vaches de sortir. Elles ne peuvent pas marcher dessus. »« Comment tu le sais ?» Grover a pris un air offusqué. « Crois-moi, si tu avais des sabots, tu saurais ce que c'est qu'un garde-bétail. C'est très pénible, ce truc. » Je me suis tournée vers Annabeth. « Dis donc, Hera a pas parlé d'un ranch. Il faut qu'on aille voir. Nico est peut-être là. »« D'accord, » a-t-elle dit après un instant d'hésitation. « Mais comment on va sortir ?» Tyson a réglé ce problème en donnant un grand coup dans la grille. Elle a sauté, comme un bouchon, et disparu de notre champ visuel. Un instant plus tard, on a entendu un clang, puis un de surprise. Tyson a rougi et lancé « Excuse-moi, vache !» Il nous a ensuite hissés hors du tunnel. On était bel et bien dans un ranch. Des collines s'étendaient à l'horizon, parsemées de chênes, de cactus et de rochers. Une clôture en fil barbelé s'étirait à gauche et à droite de la barrière. Des vaches à la robe cerise broutaient dans l'herbe. Du bétail rouge, a dit Annabeth. Les vaches du soleil. Quoi ? Ai-je demandé. Elles sont sacrées, pour Apollon. Des vaches sacrées. Exactement. Mais que font-elles ? Attendez, a dit alors Grover. Écoutez.
bruit s'est amplifié. Puis les taillis se sont agités, livrant passage à 2 chiens. Sauf que ce n'était pas 2 chiens, c'était un chien à 2 têtes. Il ressemblait à un lévrier, avec son corps long, svelte et sinueux, mais son cou bifurqué en 2 têtes, qui grondaient et bavaient. Globalement, elles n'étaient pas ravies de nous voir. Vilain chien de Janus, s'est écrié Tyson. Waouh, avait Grover en levant la main pour le saluer. Le chien à 2 têtes a montré les crocs. Je me suis dit qu'il n'était pas impressionné par la capacité de Grover à parler animal. Puis son maître a surgi du bois à pas lourd, et je me suis rendu compte que le chien était le moindre de nos soucis. C'était un gars immense, avec des cheveux blanc-neige et un chapeau de cow-boy en paille et une barbe blanche tressée. Un peu comme le gardien du temps, si le gardien du temps s'était transformé en pecno totalement bourré. Il portait un blue jean, un t-shirt marqué « Au Texas, on rigole pas » et un blouson aux manches coupées pour exhiber ses muscles. Son biceps droit était tatoué de 2 épées entrecroisées. Il tenait à bout de bras une massue en bois qui faisait à peu près la taille d'une ogive nucléaire, hérissée de piquants de 20 cm de long. « Au pied, Orthos !» a-t-il dit. Le chien nous a gratifié d'un dernier grondement pour être sûr qu'on ait bien compris ses intentions. Puis, il est retourné vers son maître. L'homme nous a toisés en balançant sa massue. « Qu'avons-nous là ?» a-t-il dit. « Des voleurs de bétail ?»« De simples voyageurs » a dit Annabeth. « Nous menons une quête. » L'homme a cligné d'un œil involontairement. « Des sans-mêlés, hein ?»« Comment savez-vous » ai-je commencé. Mais Annabeth a posé une main sur mon bras. « Je suis Annabeth, fille d'Athéna » a-t-elle dit. « Voici Percy, fils de Poséidon. Grover le satyre. Tyson le cyclope » a complété l'homme. « Oui, je vois bien. » Il m'a lancé un regard sombre avant de poursuivre. « Et je reconnais les sans-mêlés, parce que j'en suis un fiston. Je suis Eurydion, le bouvier de cette ferme, fils d'Arès. Vous êtes venu ici par le labyrinthe, comme l'autre, je présume. » L'autre. Vous voulez dire Nico D'Angelo ? Ai-je demandé. Nous recevons beaucoup de visiteurs qui débarquent du labyrinthe, a dit Eurydion d'un ton lugubre. Ils ne sont pas nombreux à repartir. Bonjour l'hospitalité, ai-je commenté. Le bouvier a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, comme si quelqu'un le surveillait. Puis, il a baissé la voix. Je ne vous le dirai pas 2 fois à demi-dieu. Retournez dans le labyrinthe maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Nous ne partons pas, a insisté Annabeth. Pas avant d'avoir vu cet autre demi-dieu. S'il te plaît. Eurydion a poussé un grognement. Alors tu ne me laisses pas le choix, ma petite demoiselle. Il faut que je vous emmène voir le patron. Je n'avais pas l'impression d'être pris en otage. Eurydion marchait à côté de nous, sa massue jetée sur l'épaule. Orthos, le chien à 2 têtes, grondait beaucoup, reniflait les pattes de Grover et fonçait de temps à autre dans un taillis pour chasser des animaux. Mais Eurydion le tenait plus ou moins à l'œil. On a longé un sentier interminable. La température devait friser les 45 degrés, ce qui nous faisait un choc après la fraîcheur de San Francisco. Des vagues de chaleur montaient du sol. Des insectes bourdonnaient dans les arbres. Au bout de quelques pas, j'étais déjà inondée de sueur. Des essaims de mouches nous harcelaient. De temps en temps, on passait devant un enclos plein de vaches rouges, voire d'animaux encore plus étranges. À un moment donné, on allongeait un corral à la clôture recouverte d'amiante. À l'intérieur, s'ébattait un troupeau de chevaux cracheurs de feu. La paille de leurs mangeoires flambait, le sol fumait à leurs sabots, mais les chevaux paraissaient assez dociles. Un grand étalon m'a regardé, et il a henni en expulsant 2 jets de flammes rouges par les naseaux. Je me suis demandé si ça lui irritait les sinus. « Et eux, à quoi ils servent ?» ai-je demandé. Eurydion a fait la grimace. « Nous élevons des animaux pour de nombreux clients. Apollon, Diomède et d'autres. » Comme qui? Suffit comme ça, les questions. On était enfin sortis du bois. Perché sur une colline en face de nous, trônait une énorme maison, toute en pierre blanche et en bois, avec
avec de grandes fenêtres. On dirait du Frank Lloyd Wright, s'est écriée Annabeth. J'ai supposé qu'elle devait parler de l'architecture. Pour moi, ça ressemblait surtout au genre d'endroit où un petit groupe de héros pouvait avoir de gros ennuis. On a gravi la colline. Respectez les règles, nous a recommandé Eurydion au moment où on allait monter les marches de la terrasse de devant. Vous n'attaquez pas, vous ne sortez pas vos armes, et vous vous abstenez de commentaires sur le physique du patron. Pourquoi? Ai-je demandé. Il ressemble à quoi? Avant qu'Eurydion ait pu répondre, une nouvelle voix a dit: Bienvenue au ranch Triple G. L'homme qui se tenait sur la terrasse avait une tête normale, ce qui était un soulagement. Son visage était buriné et basané par des années de vie au grand air. Il avait des cheveux noirs et lisses et une fine moustache, comme les méchants dans les vieux films. Il nous a souri, mais sans aucune chaleur. C'était un sourire amusé plutôt, qui semblait dire: Chouette, de nouvelles personnes à torturer. Je ne me suis pas attardée davantage sur cette question, car j'ai alors remarqué son corps. Ses corps, pour être plus précis. Il en avait 3. On pourrait croire qu'entre Janus et Briaré, je m'étais habituée aux anatomies bizarres. Mais ce type faisait 3 personnes, à lui tout seul. Son cou était dans le prolongement de son corps du milieu, ce qui était normal. Mais il avait 2 autres bustes, un de chaque côté, reliés aux épaules, mais séparés de quelques centimètres. Son bras gauche sortait de son buste gauche, de même du côté droit, ce qui lui faisait 2 bras, mais 4 aisselles, si vous me suivez. Les bustes étaient tous regroupés en un énorme torse qui reposait sur 2 jambes normales, mais extrêmement grosses. Et il portait le Levi's le plus grand que j'ai jamais vu. Ces bustes portaient des chemises de cow-boy, d'une couleur différente chacune, verte, orange et rouge, un vote tricolore à lui tout seul. Je me suis demandé comment il enfilait la chemise du buste du milieu, vu que celui-ci n'avait pas de bras. Eurydion, le bouvier, m'a donné un coup de coude. Dis bonjour à Monsieur Gérion. Bonjour, ai-je fait. Vous avez un beau buste, un beau ranch. Avant que l'homme aux 3 corps ait pu répondre, Nico D'Angelo est sorti par la porte vitrée qui donnait sur la terrasse. Gérion, je vais pas attendre. Il nous a aperçus et s'est figé sur place. Puis il a dégainé son épée. La lame était exactement telle que je l'avais vue dans mon rêve. Courte, pointue et sombre comme la nuit. Gérion a grondé en la voyant. Rangez-moi ça, Monsieur D'Angelo. Il n'est pas question que mes invités s'entretuent. Mais c'est Percy Jackson, a avancé Gérion, Annabeth Chase et 2 de leurs amis monstres. Je sais. Amis monstres, a répété Grover avec indignation. Cet homme porte 3 chemises, a dit Tyson, comme s'il ne le voyait que maintenant. Ils ont laissé ma sœur mourir, s'est écrié Nico, d'une voix que la rage faisait trembler. Ils sont venus pour me tuer. Nico, nous ne sommes pas là pour te tuer. J'ai levé les 2 mains. Ce qui est arrivé à Bianca, je t'interdis de prononcer son nom. Tu es indigne de parler d'elle. Une seconde, a dit Annabeth en se tournant vers Gérion. Comment connaissez-vous nos noms? L'homme aux 3 corps a cligné de l'œil. Je mets un point d'honneur à me tenir informé et m'ajoute. Tout le monde débarque au ranch tôt ou tard. Tout le monde veut quelque chose du vieux Gérion. Maintenant, Monsieur D'Angelo, rangez-moi cette vilaine épée avant que je demande à Eurydion de vous la retirer. Avec un soupir, Eurydion a brandi sa massue à piquant. Orthos à ses pieds a grondé. Nico a hésité. Il m'a paru plus maigre et plus pâle que dans les messages iris. Je me suis demandé depuis quand il n'avait pas mangé. Ses vêtements noirs étaient couverts de poussière, après son passage dans le labyrinthe, et ses yeux noirs brûlaient de haine. Il était trop jeune pour être tellement en colère. Je me souvenais encore du petit garçon joyeux qui jouait avec ses cartes mythomagiques.
ciseaux pour balader les gamins. Il était peint en noir et blanc, avec un motif peau de vache. Le wagon du conducteur était décoré de 2 longues cornes à l'avant, et le klaxon produisait un meuglement. Je me suis dit que c'était peut-être comme ça qu'il torturait les gens. Il leur collait la honte à vie en les trimballant dans son automobile. Nico s'est assis tout au fond, sans doute pour nous surveiller. Rétion s'est glissé à côté de lui avec sa massue à piquant, et il a rabattu son chapeau de cow-boy sur ses yeux, comme s'il comptait piquer un roupillon. Ordos a sauté sur le siège de devant, à côté de Gérion, et s'est mis à aboyer, avec entrain, à 2 voix. Annabeth, Tyson, Grover et moi avons pris les 2 wagons du milieu. Notre ranch est immense, a déclaré Gérion d'un ton fanfaron en démarrant l'automobile. Élevage de chevaux et bovins, principalement, mais aussi de plusieurs espèces exotiques. On est arrivé au sommet d'une colline et Annabeth a octé de surprise. Des hypalectrions, je croyais qu'ils avaient tous disparu. Au pied de la colline, dans un pré clôturé, broutaient les animaux les plus étranges que j'ai jamais vus de ma vie. Ils étaient une douzaine. Ils avaient des intérieurs de cheval et un arrière-train de coq. En guise de pattes arrière, d'immenses cerfs jaunes, des queues à plumes et des ailes rouges. Sous mes yeux, 2 d'entre eux ont commencé à se disputer des graines. Ils se sont redressés sur leur ergot en hennissant et battant des ailes, jusqu'à ce que le plus petit s'enfuit au galop, d'une allure rendue sautillante par ses pattes arrière de gallinacé. « Des tata coqs !» s'est exclamé Tyson, stupéfait. « Est-ce qu'ils sont des œufs ?» « 1 fois par an. » Gérion a souri dans le rétroviseur, très recherché pour les omelettes. « C'est horrible, » a dit Annabeth. « C'est certainement une espèce en voie de disparition. »« L'or, c'est l'or, ma puce, » a rétorqué Gérion avec un geste de la main. « Et t'as pas goûté les omelettes ?»« Ce n'est pas bien, » a murmuré Grover. Mais Gérion a poursuivi sa visite guidée. « Là-bas, » a-t-il dit, « ce sont nos chevaux cracheurs de feu, que vous avez peut-être vus en arrivant. Nous les élevons pour le combat. Évidemment, ce sont des bêtes de guerre. » « Quelle guerre ?» ai-je demandé. Gérion a souri, sournoisement. « Oh, celle qui se présente. Et n'oublions pas, bien sûr, nos célèbres vaches rouges. » De fait, des centaines de vaches à la robe cerise broutaient sur le flanc d'une colline. Elles sont très nombreuses. S'est étonné Grover. Bah, Apollon a trop à faire pour s'en occuper, a expliqué Gérion. Alors on assure la sous-traitance. On les élève de façon intensive parce que il y a une demande très forte. De quoi ? Me suis-je enquis. Gérion a haussé un sourcil. Mais de viande, bien sûr. Il faut bien que les soldats mangent. Vous tuez les vaches sacrées du dieu du soleil pour en faire des hamburgers, s'est offusqué Grover. C'est à l'encontre des lois anciennes. Ne mets pas dans cet état, jeune satire. Ce ne sont que des animaux. Que des animaux. Ouais, et si Apollon était contre, je suis sûre qu'il nous le dirait. Encore faudrait-il qu'il le sache, ai-je bougonné. Nico s'est penché en avant. Tout ça ne m'intéresse pas, Gérion, a-t-il dit. Nous avions une affaire à discuter, et ce n'est pas ça. Chaque chose en son temps, monsieur D'Angelo. Regardez là-bas, quelques-uns de mes spécimens exotiques. Le champ suivant était entouré de barbelés. Il grouillait de scorpions géants. Ça m'est revenu, tout d'un coup. Ranch triple G, me suis-je exclamé. Votre logo était sur les caisses à la colonie. C'est à vous que Quintus a acheté ces scorpions. Quintus, avait Gérion d'un ton pensif. Des cheveux gris en brosse, musclés, épéistes. Ouais, jamais entendu parler de lui. Et maintenant, là-bas, mes célèbres écuries, à voir absolument. Je n'ai pas eu besoin de les voir, parce qu'on a commencé à les sentir à 300 mètres. Sur la berge d'une rivière verte, il y avait un corral grand comme un terrain de football, bordé d'une rangée d'écuries. Une centaine de chevaux allaient et venaient, les pattes dans un océan de gros daims. Je n'avais jamais rien vu d'aussi dégoûtant.
On aurait dit qu'une tornade de crottins de cheval s'était abattue sur le champ, déposant plus d'1 mètre de fumier dans une nuit. Les chevaux étaient tout crottés à force de patauger là-dedans, et les écuries ne valaient pas mieux. C'était franchement immonde, et je vous parle pas de la puanteur. Pire que les décharges de New York. Même Nico s'est étranglé. Qu'est-ce que c'est que ça? Mes écuries, a dit Gérion. En fait, elles appartiennent à Augias, mais on les entretient en échange d'une petite somme mensuelle. Elles sont chouettes, non? Elles sont répugnantes, a dit Annabeth. Ça fait beaucoup de caca, a remarqué Tyson. Comment pouvez-vous faire vivre des animaux dans des conditions pareilles? S'est indigné Grover. Vous commencez à m'agacer, vous tous, a rétorqué Gérion. Vous ne voyez pas que ce sont des chevaux carnivores? Ça leur plaît comme condition. Et puis, t'es trop radin pour faire nettoyer les écuries, a marmonné Eurytion, dessous le bord de son chapeau. Toi la ferme, a lancé Gérion. Bon, les écuries sont peut-être un peu difficiles à nettoyer. Elles dégagent peut-être des relents nauséabonds quand le vent souffle dans la mauvaise direction. Mais alors, mes clients me paient bien quand même. Quels clients? Ai-je demandé. Oh, vous seriez étonné par le nombre de gens qui sont prêts à payer pour avoir un cheval carnivore. Ils font d'excellents broyeurs à ordures. Ils sont épatants pour terroriser vos ennemis. Très chouettes pour les fêtes d'anniversaire. Nous en louons tout le temps. Vous êtes un monstre, a tranché Annabeth. Gérion a arrêté l'automobile et s'est tourné vers elle. Qu'est-ce qui m'a trahi? Serait-ce les 3 corps? Vous devez libérer ces animaux, a dit Grover. Ce n'est pas juste. Et ces clients dont vous parlez sans cesse, a repris Annabeth. Vous travaillez pour Chronos, n'est-ce pas? Vous fournissez ces armées en chevaux, nourriture et tout ce dont elles peuvent avoir besoin. Gérion a haussé les épaules, ce qui était très impressionnant, car il en avait 3 paires. On aurait dit qu'il faisait la vague, à lui tout seul. Je travaille pour tous ceux qui ont de l'or, jeune demoiselle. Je suis un homme d'affaires, et je vends tout ce que j'ai à offrir. Il est sorti de l'automobile et s'est dirigé en flânant vers les écuries, comme s'il goûtait l'air pur. Ça aurait pu être une jolie vue. La rivière, les arbres, les collines, tout ça. Mais le marais de purin gâchait tout. Nico a sauté du dernier wagon et s'est rué vers Gérion. Eurytion le bouvier était moins endormi qu'il en avait l'air. Brandissant sa massue, il a attrapé Nico. « Je suis venu pour parler affaires, Gérion, a dit Nico, et tu ne m'as pas répondu. Gérion a examiné un cactus de son bras gauche. Il est allé se gratter le torse du milieu. Ouais, je vais te faire une offre. Pas de souci. Mon fantôme m'a dit que tu pouvais m'aider. Il a dit que tu pouvais nous guider vers l'âme dont nous avons besoin. Une seconde, suis-je alors intervenu. Je croyais que c'était moi, l'âme que tu voulais. Nico m'a regardé comme si j'avais perdu la raison. Toi? Qu'est-ce que je ferais de toi? L'âme de Bianca en vaut 1000 comme la tienne. Maintenant, Gérion, dis-moi, tu peux m'aider, oui ou non? Oh ouais, je suppose, a répondu le fermier. Ton ami le fantôme à propos, il est où? Nico a paru embarrassé. Il ne peut pas se former en plein jour, ça lui est difficile, mais il est quelque part par là. Bah voyons, a dit Gérion avec un sourire en coin. Minos aime bien disparaître quand la situation devient délicate. Minos. Je me suis rappelé l'homme que j'avais vu dans mes rêves, avec sa couronne en or, sa barbe en pointe et ses yeux cruels. Vous voulez dire, ce roi abominable? C'est lui, Nico, le fantôme qui te conseille. Mêle-toi de tes affaires, Percy. Nico s'est tourné de nouveau vers Gérion. Et toi, qu'est-ce que tu entends par une situation délicate? L'homme aux 3 d'or a soupiré. Vois-tu, Nico? Je peux t'appeler Nico? Non. Vois-tu, Nico, le Castellan est prêt à payer très cher pour des sans-mêlés, surtout des sans-mêlés qui ont du pouvoir. Et je suis sûre que lorsqu'il apprendra ton petit secret, qu'il
il saura qui tu es véritablement. Il mettra la main à la bourse. Nico a dégainé son épée, mais Eurytion l'a envoyé voltiger d'un revers de la main. Avant que j'aie pu me lever, Orthos a bondi sur ma poitrine et s'est mis à gronder, ses deux gueules à 3 centimètres de mon visage. Je vous conseille de rester dans la mobile, tous autant que vous êtes, a ordonné Gérion, ou Orthos égorge M. Jackson. Maintenant, Eurytion, aurais-tu la gentillesse de maîtriser Nico? Le bouvier a craché dans l'herbe. Est-ce bien nécessaire? Oui, imbécile. Avec une expression de profond ennui, Eurytion a passé un de ses immenses bras autour de Nico et l'a soulevé, comme un catcheur. Et l'épée aussi, a dit Gérion, avec répugnance. Il n'y a rien que je déteste autant que le fer stygien. Eurytion a ramassé l'épée, en veillant à ne pas toucher la lame. Bien, a repris Gérion d'un ton guéré. On a fait la visite, il ne nous reste plus qu'à rentrer à la maison, déjeuner et envoyer un message iris à nos amis de l'armée des titans. Vous êtes démoniaque, s'est écriée Annabeth. Gérion a souri. T'inquiète pas, ma chérie. Une fois que j'aurai remis Monsieur D'Angelo, toi et ton groupe vous pourrez partir tranquillement. Je n'interfère pas dans les quêtes. En plus, j'ai été bien payé pour vous laisser passer en toute sécurité. Mais cela n'incluait pas Monsieur D'Angelo. J'en ai bien peur. Payé par qui? Que voulez-vous dire? A demandé Annabeth. Te pose pas tant de questions, ma grande. On y va. Attendez, ai-je dit. Et Orthos s'est mis à gronder. Je suis restée parfaitement immobile pour qu'il ne m'égorge pas. Gérion, vous dites que vous êtes un homme d'affaires. Proposez-moi un marché. Gérion a plissé les yeux. Quel genre de marché? Tu as de l'or. J'ai encore mieux que ça. Faisons un troc. Mais, Monsieur Jackson, vous n'avez rien à offrir. Tu pourrais lui faire nettoyer les écuries, a suggéré Eurytion d'un ton innocent. D'accord, ai-je dit. Si j'échoue, tu nous prends tous. Tu pourras tous nous vendre Luc contre de l'or. À supposer que les chevaux ne te dévorent pas, avait remarqué Gérion. Dans un cas comme dans l'autre, tu auras mes amis. Et si je réussis, tu nous laisses tous partir, y compris Nico. Non, a hurlé Nico. Ne me rends pas service, Percy. Je ne veux pas ton aide. Gérion a gloussé. Percy Jackson, ces écuries n'ont pas été nettoyées depuis 1000 ans. Mais il est vrai que je pourrais louer plus de box si tout ce crottin était déblayé. Alors qu'est-ce que tu as à perdre? Le fermier a hésité. D'accord, a-t-il fini par dire. J'accepte ton offre. Mais il faut que tu aies fini avant le coucher du soleil. Si tu échoues, je vends tes amis et je me mets plein d'or dans les poches. Ça marche. Il a hoché la tête. Je vais emmener tes amis avec moi dans la maison. Nous t'attendrons là-bas. Eurytion m'a gratifié d'un drôle de regard. De la compassion peut-être. Il a sifflé et le chien est passé d'un bond de ma poitrine au genou d'Annabeth. Elle a laissé échapper un petit cri. Je savais que Tyson et Grover ne tenteraient rien tant qu'Annabeth serait otage. Je suis sortie de la voiture et j'ai croisé son regard. J'espère que tu sais ce que tu fais, a-t-elle dit calmement. Moi aussi. Gérion s'est assis derrière le volant. Eurytion a hissé Nico sur le siège arrière. D'ici au coucher du soleil, m'a rappelé Gérion. Pas une minute de plus. Il a ri et fait tinter sa cloche à vache. Puis, l'automobile s'est ébranlée.